11 heures. C'est le temps qu'il aurait fallu, selon une note interne de l'état-major israélien qui a fuité dans la nuit, pour qu'une colonne blindée franchisse la frontière syro-israélienne avant l'aube. Ce que montrent les images satellites diffusées ce matin dépasse tout ce que les analystes occidentaux avaient anticipé depuis des années. Et si ce que Téhéran appelle un simple exercice militaire n'était en réalité que le prélude d'une invasion terrestre contre Israël? Tout commence dans les bureaux d'une agence de renseignement basée à Tel Aviv, où des analystes examinent depuis 48 heures des clichés pris par des satellites commerciaux à haute résolution. Sur ces images, des centaines de points sombres alignés sur les routes désertiques syriennes, entre Damas et la province de Deraa, en direction du plateau du Golan. En zoomant, les silhouettes deviennent nettes. Des chars Zulfikar, la fierté de l'industrie militaire iranienne, avancent en colonne disciplinée, accompagnés de véhicules blindés de transport de troupes. Les experts comptent, recomptent et n'arrivent pas à croire leurs propres chiffres. Selon les estimations croisées des services occidentaux, la force mobilisée par le corps des gardiens de la révolution islamique et les milices chiites alliées atteindrait 100 000 hommes. Un chiffre qui, à lui seul, dépasse la taille de nombreuses armées nationales du Moyen-Orient réunies. Téhéran, de son côté, ne cache rien. Bien au contraire. La télévision d'État iranienne diffuse en boucle des images de défilés, de chars flambant neufs et de soldats déterminés, sous une bannière qui s'affiche fièrement à l'écran. Défenseurs de Jérusalem. Un nom d'exercice qui sonne comme une provocation calculée, un message adressé directement à Israël. Officiellement, il s'agit d'un entraînement conjoint entre l'armée régulière iranienne, les forces du CGRI et des unités de milices chiites venues d'Irak, du Liban et du Yémen. Officiellement, aucune intention hostile. Mais la trajectoire de ces colonnes, leur ampleur et surtout leur destination finale, à quelques kilomètres seulement de la frontière israélienne sur le Golan, racontent une autre histoire. Et vous, franchement, auriez-vous cru Téhéran sur parole si vous aviez vu ces images défiler sur votre écran? Parce qu'à l'état-major de Tsahal, personne n'y croit une seconde. Le commandement israélien, réuni en urgence dans un bunker souterrain près de Tel Aviv, qualifie cette opération de préparation directe à une invasion terrestre. La décision tombe en quelques heures. Mobilisation de la première ligne de réserve. Des dizaines de milliers de citoyens israéliens, arrachés à leur quotidien, reçoivent l'ordre de rejoindre leurs unités. Des pères de famille, des étudiants, des commerçants, qui rangent soudain leur vie civile pour enfiler un uniforme qu'ils n'avaient parfois pas porté depuis des années. Sur le plan militaire, Israël ne reste pas passif. Les escadrons de F-35I, cette version modifiée et furtive du chasseur américain que seule l'armée de l'air israélienne possède sous cette configuration, sont placés en alerte maximale sur les bases du sud et du nord du pays. À leur côté, les F-16I, plus anciens mais redoutablement précis, sont armés et prêts à décoller en quelques minutes. Le long de la frontière nord, les batteries du dôme de fer et de la fronde de David sont réactivées et repositionnées pour couvrir les zones les plus exposées, des kibboutz du Golan jusqu'aux villes du nord comme Kiryat Shmona et Safed. Pendant ce temps, en Syrie, les batteries russes S-300, installées depuis des années sur des bases syriennes, restent étrangement silencieuses. Moscou n'a émis aucun commentaire officiel sur la présence de ces systèmes dans ce contexte de tension extrême, alimentant les spéculations sur une possible coordination tacite entre Damas, Téhéran et le Kremlin. La question tout le monde se pose désormais, dans les rédactions comme dans les foyers, c'est simple. Qui va tirer le premier coup de feu? La réponse arrive plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. À l'aube du deuxième jour, alors que les colonnes de chars Zulfikar et de véhicules blindés progressent toujours plus près du plateau du Golan, l'armée de l'air israélienne lance une frappe préventive d'une ampleur inédite depuis des décennies. Des dizaines de F-35I et F-16I décollent simultanément de plusieurs bases, traversent l'espace aérien libanais et syrien, en évitant soigneusement les zones couvertes par les S-300 syriens et frappent les colonnes iraniennes alors qu'elles se trouvent encore à découvert sur les routes menant au Golan. Les premières images, floues mais glaçantes, montrent des dizaines de véhicules en flammes le long de la route principale reliant Deraa à la frontière.
Le bilan de cette première frappe est immédiat et brutal. Selon les estimations transmises par les services de renseignement occidentaux, une cinquantaine de chars Zulfikar et de véhicules blindés sont détruits ou gravement endommagés en quelques heures seulement. Des centaines de soldats iraniens et de combattants des milices alliées sont tués ou blessés. C'est un choc pour Téhéran, qui n'avait visiblement pas anticipé une réaction aussi rapide et aussi violente. La riposte iranienne ne se fait pas attendre. Dès la nuit suivante, des batteries de missiles balistiques Shahab et Fateh, dissimulées depuis des mois dans des bunkers souterrains à travers le territoire iranien, sont activées. Plusieurs dizaines de missiles sont tirés en direction du territoire israélien, visant principalement des bases aériennes dans le sud et le centre du pays, ainsi que des zones urbaines stratégiques. Simultanément, des essaims de drones Shahed, ces engins low-cost mais redoutablement efficaces par leur nombre, sont lancés depuis le territoire iranien et depuis certaines positions syriennes, dans le but de saturer les défenses aériennes israéliennes. C'est là que le dôme de fer et la fronde de David entrent véritablement en action, à une échelle rarement vue. Les sirènes retentissent dans tout le nord et le centre d'Israël. Dans les rues de Haïfa, de Tibériade et même de certains quartiers de Tel Aviv, des familles entières se précipitent vers les abris souterrains, ces mêmes abris que beaucoup avaient équipés de matelas, de jouets d'enfants et de provisions depuis des années, sans jamais vraiment croire qu'ils devraient un jour s'y réfugier pour de vrai. Une mère de famille interrogée par une radio locale raconte, la voix tremblante, qu'elle a compté les secondes entre le hurlement de la sirène et l'explosion lointaine, tenant fermement la main de sa fille de 6 ans qui pleurait sans comprendre pourquoi le monde autour d'elle semblait s'effondrer. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, la situation n'est guère plus enviable. Des villages entiers, situés le long des routes utilisées par les colonnes iraniennes, se retrouvent pris entre deux feux. Des habitants syriens, déjà éprouvés par des années de guerre civile, se réfugient dans des caves et des sous-sols, terrifiés à l'idée que leur région devienne, une fois encore, le théâtre d'un conflit qui ne les concerne pas directement, mais qui décide pourtant de leur sort. Et vous, si vous étiez ce père ou cette mère dans un abri, entre les sirènes et le silence pesant qui suit chaque explosion, à quoi penseriez-vous en premier? À votre travail du lendemain ou à la simple question de savoir si vous reverrez le soleil se lever? Le troisième jour marque un tournant. La marine israélienne, jusque-là restée en retrait, entre officiellement dans le conflit. Des navires de guerre, dont plusieurs corvettes lance-missiles de classe Sahar et au moins un destroyer, se positionnent en Méditerranée orientale, non loin des côtes libanaises et syriennes. Leur mission est double, intercepter d'éventuelles tentatives de ravitaillement maritime des forces iraniennes et de leurs alliés, et protéger les infrastructures gazières offshore israéliennes, considérées comme des cibles stratégiques potentielles. Des tirs de missiles anti-navires en provenance de positions côtières syriennes sont signalés, sans toutefois faire de victimes du côté israélien, les systèmes de défense embarqués ayant intercepté les projectiles avant impact. Sur le front terrestre, les combats s'intensifient dans la zone du Golan. Des unités de l'armée israélienne, appuyées par des blindés et par des frappes aériennes ciblées, engagent directement des colonnes de véhicules blindés de transport de troupes qui tentent de franchir certains points de passage. Les affrontements sont violents, rapprochés, et les pertes s'accumulent rapidement des deux côtés. Selon des sources militaires israéliennes, une trentaine de soldats israéliens ont perdu la vie durant les combats terrestres des premiers jours, tandis que les pertes du côté iranien et des milices alliées seraient bien plus lourdes, atteignant plusieurs centaines de morts selon des estimations encore difficiles à vérifier de manière indépendante. Au niveau diplomatique, le monde retient son souffle. À Washington, la Maison-Blanche convoque une réunion de crise en urgence. Le président américain affirme le soutien indéfectible des États-Unis à la sécurité d'Israël, tout en appelant, de manière presque contradictoire, à la désescalade immédiate. Des porte-avions américains présents dans la région reçoivent l'ordre de se rapprocher des côtes israéliennes, sans toutefois que Washington ne confirme officiellement une intervention directe. À Moscou, le ton est bien différent. Le Kremlin exprime sa préoccupation face à ce qu'il qualifie d'agression contre un pays souverain, sans nommer explicitement Israël, mais en évoquant implicitement la frappe préventive contre les colonnes iraniennes en territoire syrien.
La Russie, présente militairement en Syrie depuis des années, se retrouve dans une position délicate, tiraillée entre ses intérêts stratégiques avec Téhéran et sa volonté de ne pas s'engager directement dans un conflit ouvert avec Israël. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité se réunit en session extraordinaire. Les débats sont houleux. Certains délégués accusent ouvertement l'Iran d'avoir utilisé un exercice militaire comme couverture pour une opération offensive planifiée de longue date. D'autres critiquent Israël pour avoir frappé en premier, sans attendre une confirmation absolue des intentions iraniennes. Aucune résolution contraignante n'est adoptée, chaque camp bloquant les initiatives de l'autre. Dans le Golfe, les réactions sont plus mesurées, mais tout aussi révélatrices des tensions régionales. Certains pays du Golfe, historiquement méfiants envers l'expansionnisme iranien, expriment discrètement leur soutien tacite à la fermeté israélienne, tout en appelant publiquement au calme pour éviter un embrasement régional qui pourrait déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient et affecter les marchés pétroliers mondiaux. Alors, franchement, qui porte réellement la responsabilité du déclenchement de cette guerre ? Téhéran, qui a déployé une force d'une ampleur totalement disproportionnée par rapport à un simple exercice militaire, ou Israël, qui a choisi de frapper en premier sans attendre le moindre geste hostile concret venant du sol iranien ou syrien. Dans les jours qui suivent, l'escalade continue, mais sans jamais atteindre le point de non-retour que beaucoup redoutaient. Les combats se concentrent principalement autour du plateau du Golan et de certaines zones frontalières syro-libanaises. Les frappes aériennes israéliennes ciblent systématiquement les colonnes iraniennes encore en mouvement, empêchant toute progression significative vers le territoire israélien. De leur côté, les forces iraniennes et les milices alliées, subissant des pertes considérables et manquant visiblement de couverture aérienne efficace face à la supériorité technologique israélienne, ralentissent leur avancée et se retranchent dans des positions défensives à l'intérieur du territoire syrien. Dans les salles de crise à Tel Aviv, les analystes continuent d'éplucher chaque nouvelle image satellite, cherchant le moindre signe d'une seconde vague de mobilisation. Chaque colonne de fumée, chaque mouvement de véhicule capté par les capteurs infrarouges devient une pièce du puzzle qu'ils tentent désespérément d'assembler avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, dans les villes israéliennes, la vie tente de reprendre un semblant de normalité entre deux alertes. Les écoles rouvrent partiellement, mais avec des exercices d'évacuation quotidiens. Dans les cafés de Tel Aviv, les conversations tournent presque exclusivement autour d'une seule question. Combien de temps cette situation va-t-elle encore durer et à quel prix, humain et politique, ce conflit va-t-il finalement se solder ? Du côté syrien, la situation humanitaire se dégrade encore davantage. Des milliers de civils, déjà déplacés par des années de guerre civile, se retrouvent une nouvelle fois contraints de fuir leur foyer, cette fois pour échapper au combat entre l'armée israélienne et les forces iraniennes présentes sur leur sol. Des organisations humanitaires internationales alertent sur une crise qui s'annonce, une fois encore, largement invisible aux yeux du grand public mondial, focalisée principalement sur l'affrontement direct entre Israël et l'Iran. Ce qui rend cette crise si particulière, c'est justement cette ambiguïté permanente entre l'exercice militaire affiché et l'intention réelle qui semble se cacher derrière. Téhéran continue, encore aujourd'hui, à maintenir officiellement que l'opération Défenseur de Jérusalem n'était qu'un entraînement destiné à démontrer sa capacité de projection de force et non une tentative d'invasion. Mais les images satellites, elles, ne mentent pas sur l'ampleur du déploiement, ni sur sa direction très précise vers la frontière israélienne. Alors, en regardant tout cela depuis chez vous, loin des sirènes et des abris, une question mérite peut-être d'être posée sincèrement. Dans un monde où la ligne entre la dissuasion militaire et la préparation à la guerre devient chaque jour plus floue, comment peut-on encore distinguer un exercice défensif d'une véritable menace d'invasion ? Et surtout, si vous étiez à la place de ces dizaines de milliers de réservistes israéliens rappelés en urgence, ou de ces familles syriennes fuyant une fois de plus leur maison, quelle serait votre propre réponse face à ces 11 heures qui, un jour, ont failli suffire à faire basculer toute une région dans un chaos dont personne, à ce jour, ne connaît encore la véritable issue ?